24 Africa Sport 24 ni ye farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw dicogo kura ye réseaux sociaux kan. Niko Africa Sport 24 a fɔ le grain des aigles du Mali ani farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni wɛrɛw ka daw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Africa Sport 24 ni jɛmukan in bɛna lase aw ma Facebook ani YouTube kan min labɛnna a balimakɛ Sule Kulubali ani Ibrahim Tunkara fɛ. Africa Sport 24 farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lase ko ɲuman. Bonsoir à tous les abonnés d'Africa Sport 24. Bienvenue sur le plateau du Grain des Aigles. C'est Ibrahim Tunkara avec Ousmane Bokoum. On va faire le débrief du match Paraguay-Mali. Ousmane, vous étiez au Parc des Princes pour la défaite des Aigles. C'est pas la fin du monde, il faudra avancer. On a compté sur l'équipe, elle s'est bien battue. Mais elle s'est battue aussi avec les armes qu'elle avait. Il faut être objectif. C'était pas la plus belle équipe nationale du Mali. Donc, on va vous débriefer le match. On va aussi profiter un peu pour parler des échéances à venir des Aigles, parce que la situation de crise, elle est bien présente. On ne peut pas essayer d'ignorer l'éléphant dans la chambre. Il faut en parler. Et voilà. Mais avant ça, on va venir un peu sur l'information qui court. C'est une information qu'on n'a pas vu confirmer officiellement, mais qui quand même a pris les réseaux et maliens et nigérians. C'est la nomination d'Eric Schell comme le prochain entraîneur des Super Eagles. C'est une fierté quand même pour le Mali. Moi, je trouve que je suis très content parce que c'est la première fois qu'on a un sélectionneur, un entraîneur malien, tout court, qui la théorie du danger. Ah, mais il faut toujours croire en quelque chose. À chaque match, il faut croire en quelque chose. Donc, je veux dire, c'est la première fois qu'on a un entraîneur malien donc qui va coacher une équipe en tant que sélectionneur et surtout une équipe de premier rang comme les Super Eagles. Donc, ça a salué. C'est une fierté pour le Mali, Ousmane. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, voilà. C'est clairement une fierté. Déjà, bonjour à tous les abonnés de la chaîne. Et encore une fois, je tiens aussi à dire que je remercie toutes les personnes, même encore hier, que j'ai croisées au stade et qui ont encore montré leur soutien à l'émission. On a vécu cette expérience-là des Jeux Olympiques ensemble et ça m'a fait plaisir de pouvoir voir les gens. Et sachez que toutes les personnes qui sont venues me voir, ça m'a vraiment, vraiment touché. Donc, force à nous, malgré cette défaite, et on va essayer d'avancer. Et pour la nomination de Eric, franchement, qui aurait imaginé il y a encore 5 ou 6 ans avant, déjà qu'il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs noirs dans le circuit des entraîneurs. Alors, imaginez un entraîneur malien entraîner la sélection nigériane, ça serait quelque chose d'extraordinaire pour le Mali et une grande fierté. Après, ça montrera aussi une autre facette, que peut-être on n'a pas fait assez bien les choses pour pouvoir garder nos talents. Et souvent, ce genre de cas arrive avec le Mali, et j'espère qu'il fera mentir le Mali et qui réussira avec le Nigeria, en tout cas, ça c'est clair. On n'espère pas une Stéphane Keshi qui va pas nous faire une Stéphane Keshi, parce que Stéphane Keshi, on l'a viré après, plus tard il est allé nous corriger 4 ans en demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations pour prendre la CAN avec le Nigeria. Je profite aussi pour saluer Moussa Doumbia, qui est un grand frère à moi, qui est sur le plateau et qui est un grand fan aussi du football malien. Non, effectivement, je pense que le challenge du Nigeria, c'est un très bon challenge pour Eric Schell, parce que je pense que c'est une équipe qui est talentueuse. C'est une équipe qui je pense, a des doutes un peu, qui a besoin d'un second souffle. Et il a les armes, en fait, pour bâtir une équipe très forte, parce que je pense qu'avec un attaquant comme Osimhen, Lookman, son 4-4 de losange, là, ça peut faire très, 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 très mal du côté du Nigeria. Ça peut vraiment faire quelque chose. Voilà, donc on est heureux pour lui, on lui souhaite bonne chance en tout cas. Voilà, donc on va parler maintenant du Mali, de nos aigles maliens donc, qui ont fait leur 3e match dans ces Jeux Olympiques, défaite face au Paraguay. Je veux dire, c'est un peu logique ce qui s'est passé. Le Mali n'a jamais vraiment proposé quoi que ce soit footballistiquement dans ce tournoi. Je pense que dès la liste, on était déjà pardon. Je pense que dès la publication de la liste, on savait qu'il y avait beaucoup d'insuffisances dans ce groupe. Même si on nous a insultés pour ça, on s'est fait allumer. Comme moi, j'ai dit qu'il n'y a que des amateurs, il n'y a pas de professionnels.
J'ai eu toutes sortes de messages comme quoi je manque de respect aux joueurs, quoi qu'encore que c'est pas que je leur manque de respect, mais voilà, nous on est fans de foot. Écoutez, on aime le football, on aime la sélection malienne. C'est ce qui fait qu'on en parle et je pense que les gens pensent que ce qu'on dit a un peu de sens. Hein. Ça veut pas dire que c'est la vérité, mais ça a un tout petit peu de sens. C'est pour ça que les gens nous écoutent, donc on est obligé d'être objectif dès le départ. Ce groupe était un peu juste, hein, Ousmane, quand même, il faut le reconnaître. Franchement, on en avait parlé, on a fait beaucoup de débriefs avant le début des Jeux Olympiques et on avait décortiqué la sélection. Et on connaît les. non, mais malheureusement, encore une fois, c'est un fait et je l'ai dit, j'aimerais bien que cette équipe me donne tort. Mais malheureusement, au vu de la stratégie des U23 qui ont été rajoutés dans cette équipe, des joueurs qu'on n'a pas pu avoir, avec la grève aussi avec la grève des A, il y avait trop de bâtons dans les roues et au vu de l'effectif que les autres équipes ont réussi à ramener, déjà qu'on n'était pas les meilleurs du tournoi, on partait avec un handicap. Donc forcément, on n'était pas les plus enthousiastes en espérant remporter quelque chose. Moi, je disais aussi que voilà, si on passe le premier tour, nous sommes affaiblis par rapport à la CAN. C'est ce qui est un peu effrayant. Ça affaiblit parce que je suis désolé, Diakité et Djambou, c'est pas la même qualité de joueur. Et ensuite, Salah, mais gaucher, c'est pas non plus la même qualité de joueur. Donc, voilà, le Mali, au lieu de se renforcer, on a amené, j'ai un ami qui a cette expression-là, on a amené des rangs faibles, en fait. On n'a pas amené des rangs faibles. Ouais, mais c'est ça. Donc, en fait, l'équipe s'est finalement trouvée moins bien armée qu'à la CAN pour une compétition qui était plus relevée. Et encore, je pense qu'on a eu de la chance d'être dans un groupe faible. Sinon, cette équipe en plus pour prendre un carton. Hein. Bah oui, regardez. À la place de la Guinée, on aurait été cartonné par quelqu'un. C'est pour ça que je défends beaucoup plus le bilan de la Guinée que le nôtre, malgré qu'ils ont perdu leurs 3 matchs. Parce qu'ils n'étaient pas dans les mêmes styles de poule. Et même, il faut savoir qu'avant la compétition, les USA faisaient partie des favoris. Donc, ils avaient les USA, ils avaient la France, on n'en parle même pas. Et certes, d'accord, ils avaient la Nouvelle-Zélande, mais au vu de ce que la Nouvelle-Zélande a proposé, je suis même pas sûr que la Nouvelle-Zélande, c'est moins fort que le Paraguay. Et je pense même que c'est plus fort que l'Israël. Donc, qu'est-ce qu'on peut leur reprocher au deuxième tour, les équipes maliennes, les équipes de notre poule vont montrer leurs limites. Le Mali est tombé dans une poule très faible. On n'était pas dans une grosse poule. On était encore plus faible. Et je sais pas, ça a étonné qui? Moi, je pense que le problème aujourd'hui, c'est ceux qui ne connaissent pas l'effectif que ça a étonné. Parce que encore une fois, comme je dis, il y a beaucoup de gens qui sont venus au stade pendant ces 3 matchs et qui sont venus voir le Mali. Ils sont pas venus voir un effectif. Ils sont pas venus voir un effectif, donc ils ne savaient pas les joueurs qui sont sur le terrain. J'ai eu combien de personnes qui m'ont demandé. Objectivité, il n'y a pas 3 joueurs professionnels dans cette équipe. Il n'y a pas 3 joueurs qui ont le niveau pro dans cette équipe. La majorité des joueurs de cette sélection, je suis désolé, c'est des joueurs de championnat amateur, hein, National 2 ou autre, hein, c'est la vérité. Voilà, et la majorité ne vont jamais être des professionnels, hein, qu'on se dise une réalité. Ils n'ont pas le niveau. Donc, on fait le 11. Il y en a combien qui jouent, hein? À part peut-être Boubacar qui joue avec son équipe 1, mais très peu jouent en équipe 1. Donc à un moment donné, est-ce qu'on doit se mentir ou essayer de voir les choses comme elles sont et de trouver que l'élimination est plus ou moins logique? Maintenant, c'est vrai que dans le jeu, on n'a pas forcément été moins bon, mais on n'a pas été dangereux. Mais dans le jeu, voilà, on n'a pas été meilleur que ces équipes-là. Donc, certes, on peut avoir de la frustration, mais il faut quand même qu'on garde un petit peu de conscience sans se dire que, voilà, aujourd'hui, quand on est vraiment triste de voir l'équipe 1 tomber les armes à la main, et on a un peu plus de raison de vouloir se plaindre parce qu'on a des joueurs qui jouent dans des bons championnats et même l'avancement, même avec notre équipe avancement. Donc, il faut avoir ce recul-là et se dire qu'on n'avait pas la meilleure équipe possible. Maintenant, c'est vrai que dans l'impact et dans l'envie, on aurait forcément voulu en voir plus. C'est clair. Moi, je connais plein de gens qui sont partis hier à 10-15 minutes de la fin parce que le match était soporifique, il n'y avait pas d'action de notre côté. On prend le premier but et puis voilà. Ouais, mais Ousmane, moi, il y a des choses que j'ai pas compris aussi hein, au niveau ça, on va en parler, du coaching, il faut dire certaines choses. Depuis la CAN, on encaisse tous nos buts côté gauche. Depuis la CAN, on encaisse tous nos buts côté gauche.
Ce but-là, encore, il y a un côté gauche. On n'a pas. Comment est-ce que ça fait qu'en presque une année, on n'a pas trouvé un vrai défenseur gauche? Parce qu'en fait, Doucouré, c'est pas un latéral gauche. Peut-être qu'il peut dépanner à gauche. Mais c'est clairement pas la solution défensive. On n'a jamais vraiment cherché une solution. Hein. Donc, on a encaissé encore le même but. Ensuite, franchement, dit cette équipe, tactiquement, elle était très faible. Hein. Il faut dire que tout le monde la maîtrisait facilement. Les Paraguayens n'ont jamais vraiment été inquiétés. Hein. Au Mali, il faut faire un peu de pression sur nos défenseurs centraux et autres, là, qui sont limités techniquement. Qui vont hier, c'était compliqué. Hein. Qui vont repasser par le gardien, qui n'est pas un très bon joueur de pied, qui va balancer, on perd le ballon. Tu sais, quand tu as un problème comme ça, il faut avoir des schémas tactiques que tu peux mettre en place. Tu vois que, par exemple, l'équipe A, avec le 4-4-2 mauvais, la diabolique des supporters maliens, mais on avait une variante. Quand on n'arrivait pas à construire, qu'on repassait avec Sikounia Kate. Sikounia Kate, c'est un bon relanceur. On a vu le pénalty qu'on obtient face à la Côte d'Ivoire, c'est une relance qu'il avait. On tentait ces relances-là, où on tentait des longs ballons. Et quand on avait cette stratégie de long ballon, ben, on avait les joueurs qui faisaient le pressing du 4-4 de Lausanne, justement, pour attaquer les seconds ballons. Parce qu'on sait qu'on n'est pas grande taille. Donc, on faisait des récupérations hautes. On avait un plan de jeu, en fait, pour sortir la balle. Mais cette équipe-là n'a même pas un plan de jeu pour sortir le ballon. Et on ne mettait pas en danger l'adversaire. Très sincèrement, chaque fois que le Mali ressortait, faisait ses dégagements, ses relances, ben les Paraguayens allaient presser nos défenseurs, qui redonnaient aux gardiens, qui balançaient, il n'y a pas de pressing, ils récupéraient le ballon. Déjà, il n'y a aucun jeu dans l'axe, déjà. Il n'y a aucun jeu dans l'axe. Tout le jeu du Mali, c'est un jeu sur les côtés. Ça veut dire que la seule chose qu'on cherchait, c'était d'essayer d'avoir Tchemoko, Tchemoko ou Salam, mais je sais pas ce que Salam. J'étais dans un space là avec des fans maliens que je salue. Il y a quelqu'un qui a dit une expression qui est très vraie. On avait le football Inch'Allah, la stratégie du football Inch'Allah. Ben c'est ça. C'est-à-dire on balance. Et Inch'Allah, quelqu'un va faire quelque chose. Voilà, c'est tout. C'était football Inch'Allah, mais et même quand Cheikhna Doumbia, il faut le dire, on le critique, mais il s'est battu. Hein. Il arrivait des fois à récupérer ses ballons. Bien sûr. Qu'on lui balançait. Mais quand il récupère les ballons, en fait, il n'y a personne qui suit. Parce qu'il n'y a pas personne solide. Et c'est pour ça, en fait, tu sais, moi, quand les gens critiquent Shell, moi, je trouve que tactiquement, c'est que son équipe était cohérente, en fait, de Shell. Bien sûr. Parce qu'on avait un pressing haut qui faisait que, justement, on arrivait à presser notre adversaire et à avoir des positions de balle dans les 30 mètres adverses. Et ça, c'était un avantage. Ça, c'est pas ça, on l'avait pas dans notre football académique. C'est Shell qui nous a appris ça. C'est Shell qui a apporté ça au football malien. Mais aujourd'hui, je suis désolé, l'équipe qui avait, tu n'as aucun schéma tactique. À un moment donné, même, je ne sais pas comment jouer. Moi, j'ai passé un bon moment à ne pas savoir quel schéma de jeu le Malien joue. Mais on ne sait pas. En 4-3-3, en 4-4-2, je ne sais pas. Non, mais parce que... Même Colissaco était ailier. Exactement. Colissaco, il s'est encore retrouvé ailier, je ne sais pas. Et Salam, apparemment, si on regarde bien le schéma, on joue en 4-3-3. Et je vais te dire pourquoi on joue en 4-3-3. Parce que je ne sais pas si vous êtes tombé sur le plus grand foutage de gueule que j'ai vu d'après-match là. Une vidéo TikTok qui tourne de Salam où il parle, où il se fait filmer par un supporter et il explique aux supporters qu'on devait jouer en 4-4-2. Et à la fin de la vidéo, il dit « ce ne sont pas mes qualités ». Et je comprends bien qu'il parle de ce ne sont pas ses qualités de jouer à droite. Mais moi, il y a un truc que je comprends pas. On a Ibrahima Diarra qui est certainement offensivement avec Tchemoko et Cheikhna, mais Cheikhna qui n'avait pas l'occasion d'avoir beaucoup de ballons. Donc, il s'est montré un petit peu à la Giroud en essayant d'avoir le plus de ballons possible, mais il n'a pas eu l'occasion de... Donc, c'était plus les deux ailiers qu'on voyait. Ibrahima Diarra qui a fait... Ouais. Tu peux lire ce commentaire, c'est vrai en plus. À un moment donné, je pense que c'était qui était... Ouais, j'ai vu une action. 20 minutes. Ouais, exactement. C'est vrai, j'ai vu une action. Il était devant. Je crois même il a mis une action. Il a fait 20 minutes à jouer en football, hein. Ah non, c'était n'importe quoi. Il y avait vraiment aucune cohérence dans l'équipe. Mais Salam, moi, il y a un truc que je comprends pas. C'est qu'au final, Ibrahima Diarra, qui a été un des meilleurs joueurs de cette équipe, qu'on le veuille ou non. Ouais, ça veut dire au niveau de, voilà, il a été l'un des meilleurs, même s'il n'a pas été décisif. Sur ce troisième match, tu décides de rentrer Colissaco,
mais t'enlèves un ailier pour mettre Salam qui vient après dans une vidéo dire que lui, ce n'est pas ses qualités de jouer en tant qu'ailier droit. Mais pourquoi il a pas tout simplement dit non? Et même, on va dire qu'un joueur, il n'est pas dans la position de dire non. C'est lui, il joue, on lui demande. Mais comment le coach décide d'enlever un joueur qui est percutant sur le côté pour mettre un numéro 8 ou 10, je ne sais quoi, qui, au final, pense que ce n'est pas son poste. Donc, il n'a pas été performant hier. Mais il a trouvé sa parade en disant que ce n'était pas mon poste. Donc, il faisait que de dézonner et il rentrait dans l'axe. Et il ratait toutes ses passes. Et il jouait que vers le bas. Fallait voir dans le stade. Dans le stade, la première mi-temps, les gens, ils parlaient que de Salam. Mais lui, il faut qu'il sorte le numéro 10. Il faut qu'il sorte le numéro 10. C'était pas, franchement, c'est. Il n'avait pas le niveau. La bonne chose qu'on a eu dans ce tournoi, c'est qu'on n'est pas tombé dans une poule solide, en fait. Qu'on est tombé dans la poule la plus faible. Sinon, cette équipe-là, elle prenait un carton. Parce que même défensivement, il y avait de ces boulevards. Et je suis désolé, le Diakité, là, qui jouait, qui était censé être notre sentinelle et autres, il était tout sauf une sentinelle, en fait. En fait, il n'y avait personne qui défendait notre défense centrale. Il y a plusieurs opportunités où ces gens pouvaient passer dans l'axe, ils allaient perforer notre équipe et marquer des buts. Mais seulement, ils n'étaient pas assez bons. Ils n'étaient pas assez précis dans le dernier geste. Sinon, le Mali tombait face à une équipe solide. On en encaissait 5 sans la moindre difficulté. Bah oui, tous les ballons dans le dos, ils revenaient aux Paraguayens. Oui. Et puis, il a fallu un seul joueur, le petit joueur de Brighton. Peu de gens savaient que c'était un joueur de Brighton, celui qui avait la teinture, la Encino, là. Mais il nous a tout fait. Il nous a tout fait. Il aurait fallu qu'ils ont des attaquants qui sont des attaquants d'assez. Un Alvarez, par exemple, on serait tombé sur un Alvarez avec l'Argentine, mais on en prenait 5. Non, si on était tombé dans le groupe du Maroc ou de la Guinée, on prenait 5. Ah oui, la France, c'était 5. On allait vivre un quart d'heure. La France, ils en auraient mis peut-être 10. Et puis en plus, j'ai vu des phases de jeu qui m'ont rappelé le quartier. Il y a des moments où Ibrahima Diarra, à la fin du match, il prenait le ballon, il essayait de dribbler tout le monde. Il y avait même plus, il y avait plus aucune, il y avait plus rien. Il prenait la balle, son but, c'est vas-y, va dribbler. À un moment donné. C'est ça notre plan de jeu. Hein. Il n'y avait aucun plan de jeu où il y avait une sortie de balle cohérente à faire, où il y avait des combinaisons offensives, où il y avait des combinaisons à faire en cas de perte de ballon. Il n'y en avait pas. Franchement dit, hein, une nouvelle fois, quand je parle, on a l'impression que je glorifie Eric Schell. C'est pas ça, c'est parce que c'est un exemple d'écart entre une équipe qui est en place tactiquement et une équipe qui n'est pas en place tactiquement. Les Aigles A, quand ils perdent le ballon, ils font un pressing haut. C'est très, très difficile même qu'on soit pris en contre-attaque. C'est très, très difficile. Parce qu'en fait, on a un schéma défensif qui est en place. Mais maintenant, et même sur le plan offensif, comme je l'ai dit, on a notre qualité de circulation de balle hein, qu'on a toujours eu, mais on avait ce pressing haut aussi, ces récupérations de haute dans les 30 mètres adverses qui nous donnaient des opportunités. Mais cette équipe qui jouait hier, là, cette équipe ne sait pas défendre. Cette équipe ne sait pas attaquer. Cette équipe qui joue simplement au courage. Et même à la CAN, c'était comme ça. C'est une équipe qui jouait au courage, mais qui n'avait pas un fond tactique qui était vraiment élaboré. Mais aujourd'hui, moi, je suis déçu hein, pour les garçons parce que je sais qu'ils en voulaient beaucoup. Mais personnellement, moi, je suis pas surpris en fait, Ousmane. Tu sais qu'on n'est pas surpris en réalité. Non. On n'y croyait pas. C'est depuis le tirage, depuis qu'on a vu le groupe du Mali où voilà, il n'y avait pas assez de cohérence parce qu'Ousmane, le Mali, moi, j'aurais été dans ce truc-là. Le Mali pourrait avoir une très bonne équipe niveau Ligue 2. On aurait pu avoir une équipe de beaucoup d'éléments Ligue 2, de joueurs qui sont titulaires, qui ont du temps de jeu en Ligue 2, comme les Mamadou Camara, le garçon qu'on a eu ici, là, Adama Camara, qui était passé sur notre plateau il n'y a pas longtemps, Khalifa Koulibaly, un attaquant d'expérience. On aurait pu prendre Cheketa, le joueur de Bastia. Même Moussa Marega. Je pense pas que Moussa Marega aurait refusé de les jouer. Voilà. Il serait revenu chez lui en France. Il y avait plein de paramètres. On aurait pu vraiment prendre une équipe de joueurs niveau Ligue 2, compléter avec quelques anciens, peut-être qui n'ont pas encore le niveau, qui sont plus au top de leur forme, mais qui ont à peine cette expérience qui est importante. Même le Paraguay, les autres, ils avaient des joueurs, des vétérans. Mais on a allé avec une équipe faible, qui était déjà faible, il faut le dire, depuis la CAN. On l'a renforcé avec des gars de plus de 23 ans qui ont été des rangs faibles, hein, qui n'étaient pas des rangs forts, qui étaient plus faibles encore que les joueurs qui avaient des jeunes.
Et voilà. Bon, moi, je pense qu'avant chaque match, il faut toujours y croire, hein, parce que le miracle existe. Mais quand on est éliminé, maintenant, on peut faire une analyse critique. Si j'avais parlé comme ça avant le match, on allait dire que je sabote l'équipe. Et ça aussi, c'était pas bon, parce qu'il faut donner confiance aux joueurs. Donc, nous, on a une plateforme, c'est pas pour décourager les gens. Mais quand les matchs sont finis, quand les compétitions sont finies, il faut avoir l'analyse critique pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Voilà. Donc, quand on a une équipe qui n'a pas de cohérence tactique, qui est faible au niveau des joueurs, et avec beaucoup de joueurs qui, qu'on le dise la vérité, n'ont même pas le niveau professionnel, mais tu peux pas avoir d'autres espoirs. Hein. Moi, je suis désolé. Oui, mais ce qui m'étonne, c'est qu'encore une fois, on le savait plus ou moins. Je sais pas pourquoi à chaque fois on a l'impression de s'imaginer autre chose. Je l'avais dit avant la compétition. La CAN, c'est pas les Jeux Olympiques. Ce n'est pas le même niveau. Par exemple, même quand j'expliquais. Ousmane, quand on a dit ça, tu sais qu'on s'est fait allumer après. Oui, mais quand j'expliquais l'incohérence des matchs amicaux, quand j'étais choqué qu'on fait des matchs amicaux contre Atlético Paris 13 et Bobigny, on me dit c'est des matchs amicaux. Mais où on a vu la France, pour un match amical, aller faire un match contre l'Atlético 13? Mais qui fait ça? Parce que si on était allé avec des clubs de Ligue 2, ils nous auraient battus. Hein. Notre équipe. Mais il aurait fallu. Mais au moins, quand tu fais une préparation, tu essaies de te préparer avec des équipes qui sont dans l'équivalence, au moins au niveau du niveau des équipes qui jouent les JO. Sinon, dans ce cas-là, on fait tout et n'importe quoi. La France va jouer contre Laval en Ligue 2 et trucs. Tu essaies de faire des. Même la Guinée a pris l'Argentine et en plus, ils les ont battus dans les matchs amicaux. Comment nous, on organise des matchs contre des équipes de 4e, 5e division? On aurait dû. Voilà, il y a Sikou qui parle. Ouais, Mamadou Camara, Camara de Lyon. C'est une équipe qui aurait dû avoir une ossature de joueurs de Ligue 2 et de joueurs professionnels. Tu peux pas aller à un tournoi d'envergure avec des joueurs qui sont des amateurs. On est dans l'émotion. C'est parce que le Mali, on est dans l'émotion. Au final, c'est ces soldats-là qui l'ont fait gagner cette qualification. Donc, au lieu d'essayer de renforcer cette équipe en se disant, ben voilà, on a passé un step, mais sauf que là, on est dans un nouveau step. Donc, essayons de rajeunir cette équipe, essayons de trouver une équipe avec des joueurs qui jouent à un certain niveau, qui peut, non, il s'est dit, ben, j'ai eu à faire confiance en eux. Je leur ai même peut-être dit après cette qualification que c'est eux que j'allais emmener. Donc, finalement, tu fermes la porte à tout le monde. L'autre, il peut mettre 45 buts en Ligue 1. Il savait qu'il n'allait pas aller aux Jeux Olympiques. Mais à partir de ce moment-là, c'est pour ça que je posais la question en demandant, mais comme c'était pas encore fini la compétition, je demandais, mais sous quels critères on a pris ces joueurs-là? Pas tous, hein, mais certains. Sous quels critères on les a pris? Parce que j'ai l'impression que peu importe ce qu'ils allaient faire en club, ils savaient qu'ils allaient aller au JO. Mais comment ils peuvent avoir un surplus de motivation? Oui, il y a Diaby qui est là. Attendez, je lui envoie le lien pour qu'il vienne là. Comme ça, il va nous rejoindre sur le plateau. J'ai le lien pour lui. Attends. Non, il y avait pas, je veux dire que c'est pas vraiment, c'est pas une surprise en fait. Notre élimination là, c'est pas une surprise. C'est quelque chose qui ne surprend personne. Mais maintenant, ce qui nous inquiète en fait, c'est quoi? C'est parce que je sais pas si nos leaders, nos dirigeants, ils sont conscients de la situation du football malien. Je l'espère parce que moi, je suis inquiet. Hein. Moi, quand je vois qu'en fait, le projet du football malien, qu'on se dise la vérité, c'est les joueurs de Shell et autres, on va les gicler et on va construire avec les U23 et avec les Conti et tout ça. Là. Et je sais pas si tu as vu le programme hein, que Drissa a partagé sur sa page. Ouais, j'ai vu. En Afrique du Sud, 4 jours après notre prochain match du Mali. Donc, si c'est encore les vols d'Éthiopiens et autres, là, on va arriver dans les mêmes conditions qu'on a joué hein, face au Madagascar. Moi, je suis pas confiant pour septembre hein, et j'ai peur qu'on rentre dans une autre crise malienne parce que clairement, moi, sans offense à qui que ce soit, moi, j'ai pas vu un coaching qui me rassure plus que ce que j'ai vu avec Eric Schell. Hein. Ça m'inquiète en fait. Hein. Et les joueurs qui sont là aussi, je suis désolé, cette équipe ne peut pas remplacer l'équipe nationale 1. Hein. Je suis désolé. Il ne faut pas qu'on se mente. Hein. De toute façon, on a bien vu. Avant, on peut parler, on peut avoir des analyses, on peut essayer de parler, mais tant que les gens n'ont pas les faits devant eux, eh ben, des fois, ils peuvent s'inventer. Mais là, aujourd'hui, on l'a vu. Mais mais là, je pense que c'est ce que je disais à un ami à moi. Je lui disais, je pense que là, déjà, on a reculé de 10 ans en arrière, niveau tactique.
Et en plus de ça, je pense qu'on va peut-être réaliser quelque chose qu'on n'a pas fait depuis 20 ans, en ne pas se qualifier à cette prochaine Coupe d'Afrique. Ça veut dire qu'en vrai, comme je disais la dernière fois, la fédération est en train de montrer où sont leurs intentions, où sont leurs avantages, ou quelles sont leurs ambitions. Pourquoi? Parce qu'en restant, en essayant de toujours être à contre-courant là, des décisions des joueurs, ils sont en train de nous montrer que finalement, leurs ambitions personnelles dépassent les ambitions de la nation. Parce que normalement, après avoir vu ce qui vient de se passer là, ils sont obligés de se coucher pour le bien de l'équipe nationale et pour le bien des Maliens. S'ils ne se couchent pas, c'est qu'ils montrent que c'est eux qui ont le pouvoir et que c'est eux les décisionnaires et c'est eux qui ont le dernier mot sur cette histoire-là. C'est pas le pays. C'est comme un président. Un président, à un moment donné, il doit finir par se coucher parce qu'il est président du peuple. Mais le président, il est élu par le peuple. Là où ils se sentent forts, c'est que ce n'est pas le peuple qui les élise. Donc, au final, ils ont l'impression d'avoir les pleins pouvoirs et de contrôler tout le monde. Ça ne peut pas continuer. Vous imaginez, là, on part avec eux et on ne se qualifie pas à la Coupe d'Afrique. Est-ce que vous imaginez 5 secondes? Déjà, on sait très bien que la Coupe du Monde, c'est plus ou moins déjà fini. On ne va pas à la prochaine CAN. En fait, Ousmane, le pire, c'est quoi? C'est que ces éliminatoires de Coupe d'Afrique des Nations, c'est très rapide, hein, parce qu'il y a des matchs septembre, octobre, novembre, c'est fini. Hein. Bah oui. En 3 mois, c'est plié. Donc, en fait, on n'a pas le temps de faire des essais. Moi, je suis très, très inquiet aujourd'hui. Je suis très inquiet. Hein. Moi, je le dis. Pourquoi? Parce que moi, le football malien, et je le dis et je le redis, ça me tient toujours à cœur. Hein. Tout ça, tout ce que je fais autour de ça, c'est par passion. Donc, en réalité, moi, je suis très, très inquiet de la situation parce que le bateau, il est en train de prendre l'eau sérieusement. Hein. Le bateau est en train de prendre l'eau sérieusement. Donc, le naufrage, ça c'est en train d'arriver. Donc, je demande vraiment à la fédération, je demande au ministère de vraiment mettre en place une commission de redressement de notre football en faisant appel aux gens qui connaissent le football, c'est-à-dire nos anciens joueurs. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir été professionnel. On ne peut pas laisser les gens qui connaissent le football à l'écart et continuer à naviguer à vue. On a déjà beaucoup de résultats hein, factuels, d'éléments factuels qui doivent nous permettre de prendre une décision. Échec des éliminatoires de Coupe du Monde, ça a passé au naufrage. Le naufrage aujourd'hui à Paris, parce que je suis désolé, j'ai jamais vu une sélection malienne. En fait, ça fait très longtemps que j'ai vu une sélection malienne quitter une compétition avec un seul point. Donc ça, c'est double naufrage. Il faut mettre fin à l'hémorragie et il faut des décisions fortes. Des décisions fortes qui ne peuvent venir que du leadership. On ne peut pas laisser l'équipe nationale comme ça. C'est l'argent des Maliens. C'est l'équipe nationale, là, après notre armée, c'est la première chose qui représente le Mali. Donc, aujourd'hui, il revient aux autorités politiques du pays d'intervenir, de mettre quelque chose en place pour éviter la catastrophe. Parce qu'on se dirige vers une catastrophe en ce moment. Voilà. Bah, honnêtement, on est déjà à la catastrophe. Hein. Si on était dans le Titanic, Leonardo, il est déjà en bas de, il est déjà au fond de l'eau. Hein. Oui, là, il est déjà mort. Hein, il est en train de oui, ça a déjà cogné le truc. On est déjà, voilà. Il reste la fille là qui, on est la fille qui se tient sur le truc là. Leonardo, il est déjà en bas. Hein. Parce que franchement, je vois pas ce que ça peut être de pire que ce qu'on est en train de vivre là. On a vécu, si on regarde depuis la CAN, on est en train de vivre des cauchemars. Ah oui, on vit des cauchemars depuis la CAN que même moi, je pensais avoir tout vu. Honnêtement, hein, depuis 2002, je pensais que j'avais tout vu. Finalement, je me rends compte qu'on n'a jamais tout vu avec le Mali. Moi, j'ai vu un monsieur hier. Il m'a dit, il est vacciné. Depuis 1984, il est dedans. Il a dit, ça fait 40 ans qu'il est dedans. Jusqu'à il a pris son fils, il a dit, mon fils, viens, je vais t'expliquer. Quand tu me dis ça, ça me rappelle mon père, un père. Ben, tu vois? Ah, lui, depuis qu'il a vécu Yaoundé 72, là, il a compris la déception, quoi. Lui, il prend plus les matchs. Il me disait toujours, il faut aller doucement. Nous, on a suivi le Mali toute notre vie, on a l'habitude de la déception. Parce qu'on pensait qu'on allait être champion d'Afrique, on a perdu. T'imagines? Des déceptions. Là, j'ai l'impression Moi, j'ai vraiment cette impression qu'on va être comme les anciens,
qu'à un certain âge, on en sera là en 3045. Si tu savais, mon fils, mon petit-fils, je pleurais depuis 2002. Et je me souviens encore en 2004, pendant une semaine, je suis pas sorti de chez moi. Vous vous rendez compte? C'était il y a 20 ans. J'étais couché dans mon salon à rien pleurer. Il y a 20 ans. Il y a 20 ans. C'est quoi ça? Les petits qui ont 20 ans, ils sont déjà sur le terrain là. Moi, j'étais rien pleurer déjà il y a 20 ans. C'est trop. C'est ça. Bonsoir, Djamil, ça va bien? Bonsoir. Bonsoir, Ibrahim. Bonsoir, Djamil. Ça va, Djamil, tu étais au stade, toi, hier, avec Ousmane, de la chance. Ah, tu étais là-bas aussi? Bah, j'étais là-bas tous les matchs, moi. Ah ouais, bon. Donc, bon, c'est bon. Il y a quoi, nous? Ce que j'ai ressenti là-bas. Ben oui, on a ressenti la même chose. On a dû avoir la même démarche. Ah, j'ai eu honte. C'est une honte, bien sûr. C'est une honte. Ce qu'ils ont proposé, c'est une honte. Non. Mais aujourd'hui, Djabi, moi, je pense que quelle solution on a pour le football malien? Parce que là, il faut accepter. Hein, je pense qu'on ne peut plus nier la crise. On ne peut plus nier. On est en crise, en fait. On est en crise. Et comment éviter le pire? Parce que moi, je le dis, hein, j'ai vu le naufrage. Hein, quand les gens sont allés faire la casse, là, après Mali, Togo et tout, le naufrage du football malien, on a vécu. Donc, je vois le scénario. Je le dis depuis le départ de Shell, moi, je vois le scénario catastrophe à l'horizon. Comment on peut éviter ça aujourd'hui, Djabi? Éviter, bon, je pense qu'on est dedans. Maintenant, il faut essayer de bien négocier pour l'amortir. C'est pas trop tard, hein, mais quand je dis c'est pas trop tard, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a nous les Maliens, on ne veut pas reconnaître qu'on est en difficulté, qu'on a des problèmes. Quand on a des bons éléments, bon, là ils vont dire que je fais l'avocat d'Éric Sékouchel, mais je suis désolé, pour moi c'est le meilleur sélectionneur qu'on a eu ces dernières années. Il a donné une identité. Ça faisait longtemps que le Mali n'avait pas d'identité. Il a donné une identité à notre football. Alors oui, tout n'est pas parfait, mais il fallait lui laisser le temps. Il a fait que 2 ans. Au moins, on lui laisse 5 ans. Si sur 5 ans, on fait un bilan, il n'y a rien, qu'on le limoge, j'aurais compris. Mais au bout de 2 ans, c'est ça, il n'avait pas fait 2 ans, non? Il n'a pas fait 2 ans. Si, je crois qu'il a fait 2. Non, il n'a pas complété ses 2 ans. Bon. Ah ouais? Non, il n'a pas complété ses 2ans. Parce que Shell a rejoint le Mali, c'était quoi? En août, non? En août 2022. Donc, il n'a pas fait août. D'accord. Il a été viré un peu moins de 2 ans. Il fallait le laisser travailler. Parce que ce qu'il a fait, honnêtement, moi, je trouve que c'était encore. Alors, oui, il s'est trompé, mais quel sélectionneur ne s'est pas trompé? Didier Deschamps s'est trompé. Guardiola s'est trompé aussi. Eric Sékouchel, il est qui à côté d'eux? Non, mais il y a un moment quand même. Je pense que sur ça, bon, maintenant, ce qui est fait est fait. Non, mais Djabi, la vraie question qu'il faut se poser, et qu'à un moment donné, on doit tous se poser. On a tous un petit peu le même résumé sur l'affaire d'Eric Chelle. Il a été viré trop tôt. Fallait le laisser travailler. Moi, ce que j'essaie de vous dire, c'est que la fédération, je pense que ce sont des gens intelligents. Je veux jamais insulter l'intelligence de la fédération. Donc, à chaque fois qu'on est là en train d'essayer de penser à des choses, d'essayer de mettre lui, c'est comme insulter l'intelligence de la fédération. Moi, je pense que tout ce qu'ils font, ils le font consciemment. Et le problème d'Eric Chelle, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce qu'il a été viré par rapport au football? Moi, je peux vous dire que l'affaire, du football Mali Awards là, a contribué à l'éviction de Eric Chelle. C'est ce qui se dit. Non, c'est plus que ce qui se dit. Je pense que je sais de quoi je parle. Beaucoup de gens disaient que ce ne sont pas des amateurs. Ils ne peuvent pas le virer pour ça. Mais à plus de 50%, je pense que c'est à cause de ça qu'ils l'ont viré déjà. Ouais, donc, quand tu vois que le coach est viré pour des histoires qui sont extra-sportives, il faut se poser des questions s'ils veulent le bien du football malien. Tout simplement. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais aujourd'hui, on fait comment? Parce qu'aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut. Tu vas mettre qui? On n'a pas d'argent. C'est pour ça que qui a dit on n'a pas l'argent? Qui a dit on n'a pas l'argent? Non, mais bon, moi, quand je dis ça, pourquoi? Parce que toi-même, tu sais, Ousmane, ouais. T'es de Paris, non? Ouais, bien sûr. Voilà. C'est très bien qu'on dit au Mali, il n'y a pas d'oseille.
C'est ce qu'ils disent. On n'a pas vrai. d'argent, on est pauvres, nanana. Ouais. Si on part sur ça, on n'a pas d'argent. Aujourd'hui, Eric Sékou Chel, entre guillemets, en tant que Malien, il a fait des concessions parce qu'il connaît le contexte. Mais aujourd'hui, quel entraîneur de qualité va accepter de ne pas être payé pendant un an? Non, Djabi, moi, je vais te dire deux choses. Je vais te dire deux choses d'abord, Djabi. Les infrastructures que le gouvernement construit, c'est des milliards. Hein. Ça, c'est d'abord un. De deux, nous, les supporters maliens, chaque fois qu'ils font la caisse pour la CAN, là, mais c'est des centaines de millions que les supporters cotisent. Si l'État ne peut pas, et que l'État met une caisse aujourd'hui, demander aux supporters maliens de cotiser, on va avoir 300 millions chaque année. 300 millions, là, ça paye un coach et son staff. Disons même qu'on a 150 millions, que le gouvernement paye 150 millions, on va avoir un staff. Des pays comme la Gambie payent des entraîneurs. Même les pays minuscules, là, les autos, tout ça, ils payent des entraîneurs. Comment l'État malien ne peut pas payer quelqu'un qui va être touché entre 15 et 20 millions par mois, 200 millions de francs CFA, l'État malien ne peut pas. Mais il y a des Maliens même qui peuvent payer quelqu'un à 20 millions par mois. On ne peut pas dire que l'État entier du Mali n'est pas capable de payer ça. Même un mois de notre douane paye ça. Des fois, moi, je pense qu'au Mali aussi, on est tombé dans l'idée que oui, on n'a pas d'argent. Mais avant, on a payé Kasperzak. Henri Kasperzak, il avait été entraîneur en France pendant très longtemps. Il était allé en finale de la CAN avec la Tunisie, on a pu le recruter. On a pu recruter Alain Giresse qui avait entraîné en première division en France. Et Giresse, il a entraîné le PSG, il a entraîné le TFC. Mais tous ces gens-là, ils ont pu venir au Mali, on a pu les payer. Donc, comment aujourd'hui on va nous dire que si ce n'est pas un entraîneur qui est payé à 2 millions par mois, le Mali ne peut pas payer quelqu'un? Il faut qu'on arrête à un moment donné. On peut faire autre chose que les clubs locaux. Bah alors, c'est qu'on n'intéresse personne alors? Non, c'est que c'est consciemment. Voilà, est-ce qu'on cherche quelqu'un? Ce qui est fait aujourd'hui, on a Conti qui est là. Mais encore une fois, Conti, il a été mis parce que dans la courbe des entraîneurs qui sont capables d'accepter, aujourd'hui, on est au niveau de Conti. On a pris le plus haut panier des entraîneurs qui pouvaient accepter des conditions. À chaque fois que les conditions, les entraîneurs ne pouvaient plus, qu'ils étaient prêts à la gorge, on est parti un peu plus bas, un peu plus bas, un peu plus bas. Aujourd'hui, on a Conti. Mais vous croyez que qui ne sait pas qu'aujourd'hui, même Eric Chel, comme j'ai dit la dernière fois, avec tout le respect que j'ai pour lui et le travail qu'il a établi, sur le papier au niveau du CV, cette équipe du Mali, on le savait tous qu'il n'avait pas la possibilité normalement de récupérer cette équipe sur son CV. Donc on sait très bien que déjà, c'est plus ou moins extra sportif sa prise de cette équipe. C'est parce que on savait qu'il a ses origines maliennes, on savait qu'il allait accepter des choses. Aujourd'hui, on voit que les Franco n'acceptent plus. Donc on va chercher des locaux. Et si Conti n'accepte plus, on ira prendre un loco qui accepte encore plus que Conti. On est dans cette démarche-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est pas un problème d'argent. Sinon, on ne peut pas dire que le Mali ne peut pas payer un entraîneur. Ça, je suis mais même Ibrahim, quand on parle de problème d'argent, à nous trois là, on aurait pu payer une chambre salon par mois à Eric pour pouvoir vivre là-bas et pour pouvoir regarder le championnat malien. Bien sûr. Moi, il n'y a pas d'argent. Non. Non, mais c'est vrai, non. Non, mais le truc, c'est que... mais un peu. 60 €, carré. On ne peut pas dire que... Non. Un matelas. Mais quand il y a la CAN, les supporters cotisent des centaines de millions pour l'équipe nationale du Mali. Ouais. Chaque fois qu'il y a la CAN, là, c'est des centaines de millions que les supporters regroupent pour le Mali. Ok, tu payes un entraîneur aujourd'hui 15 ou même 17 millions. Son logement, son téléphone, tout, tu vas, bon, disons 20 millions, c'est les frais d'un entraîneur par mois. 200 millions par an. Tu rajoutes peut-être 15 millions pour son staff. À tout casser, tu as dépensé 350 millions. S'il vous plaît, le Mali peut payer ça avec les supporters. On peut payer ça. Mais combien de collectes les Maliens font pour le Mali? C'est trop. C'est trop. Aujourd'hui, même si on dit à chaque Malien de donner 100 € là dans la diaspora, ils vont donner. Et non, ça va entretenir mais on va donner. Non, mais on va donner. Non, mais de toute façon, aujourd'hui, il faut le dire. Hein, je pense que le Mali, enfin nous les Maliens, on souffre à tous les niveaux. Il y a les joueurs, enfin, quand je dis souffre, après, bien sûr. Mais quand tu supportes le Mali, non, mais on souffre trop. On souffre trop. On n'est pas. En fait, on n'est jamais serein, quoi. On le sera jamais. On le sera jamais. J'ai l'impression que. Moi, j'ai l'impression que le Mali, en fait,
c'est pas un pays de sportifs. Mais Djabi, malheureusement, la base conditionne l'avenir. Le problème, c'est que le Mali n'a jamais rien gagné sur le plan continental et ça a mis tout de suite des bâtons dans les roues sur l'avenir. Le Cameroun restera toujours le Cameroun, même s'il joue avec des joueurs de National 3. Le Cameroun, c'est le maillot du Cameroun. En fait, une équipe nationale, à la limite, sans vous mentir, ce n'est même pas forcément des fois les joueurs qui font l'équipe. C'est le maillot et c'est ce que le pays représente. Aujourd'hui, le maillot du Mali, il est trop lourd pour les joueurs. Vous imaginez que les joueurs là, qui ont joué les Jeux Olympiques au pauvre niveau qu'ils avaient, ils avaient la lourde tâche de limite de faire effacer ce qu'on a vécu en Côte d'Ivoire. Vous pensez qu'ils n'étaient pas choqués de voir le nombre de personnes qui avaient au Parc des Princes? C'est pas des joueurs qui ont l'habitude de voir autant de monde. Mais ces gens-là, ils sont venus pour le Mali. Ils sont venus avec la frustration d'enfin pour vous voir. Donc, je pense que finalement, pourquoi les joueurs du Mali, ils ont toujours eu du mal à jouer à Bamako? Pourquoi? Il y a trop de pression. Il y a trop de pression historique. Il y a trop. Tous ceux qui sont passés avant, même quand c'est Seydou Keita, il vient au rassemblement et qu'il leur dit aux joueurs avant les barrages que nous, on n'a jamais vécu ça. Vous imaginez les joueurs, Seydou Keita, Barcelone, qui a mis des triplés, qui a gagné des Ligues des Champions, il est en train de nous dire à nous, des pauvres joueurs de Ligue 1, que lui, nous, on va vivre quelque chose que lui, il n'a pas vécu. Mais vous imaginez la pression. Moi, j'ai eu l'occasion de parler avec certains joueurs. Ils avaient la tremblote avant de rentrer au stade du 26 mars. Aujourd'hui, le problème du Mali qui va nous conditionner à vie, c'est le fait de ne pas gagner. Regardez le Sénégal. Le Sénégal, ils étaient comme nous. Ils perdaient tout, même si vous vous souvenez, en jeune, ils n'avaient jamais rien gagné. Le Sénégal, avant la CAN 2022, n'avait jamais rien gagné dans toutes les catégories. Ils avaient perdu 3 finales de CAN U20 d'affilée. Ils nous ont battus 4 ou 5-1 en poule, on les a battus en finale. Pour vous dire que dans quelle histoire ils étaient. Il a fallu que le Sénégal gagne la CAN, ils ont gagné toutes les CAN d'après. L'histoire conditionne l'avenir. Aujourd'hui, le Mali, on est dans un bourbier historique qui va nous faire trop de mal à l'avenir. Donc, à un moment donné, moi, je n'ai pas forcément trop d'espoir sur le fait de voir un jour une génération qui aura la poitrine levée. Parce que la poitrine levée, ce ne sont pas les joueurs, c'est l'histoire. Moi, j'ai une question. Il y a quelqu'un qui a mis une suggestion de voir un militaire à la tête de la fédération. Faut pas déconner. Allez, et on va gauler avec des mitraillettes, tout ça. Dès qu'il y a un défenseur, il arrive, là, on tire. Mais faut pas déconner. Non, mais au moins, donc, ce que je veux dire, c'est que moi, je pense que l'État aujourd'hui doit s'impliquer dans la gestion sportive du football. Parce que, sans critiquer qui que ce soit, nous, on parle de résultats simplement. Hein. L'équipe actuelle, elle a besoin d'être étoffée. Si on ne peut pas la changer, hein, parce qu'il y a des lois aussi dans le football, mais la fédération actuelle, les gens qui dirigent le football actuellement au Mali, ils ont besoin d'aide. Et je ne sais pas si, en fait, eux-mêmes, on arrive à prendre le recul pour aller vers les gens qui peuvent les aider. Parce que moi, je pense que, comme Ousmane l'a dit, hein, l'affaire qu'il y a eu pour les awards du football avec Shell, l'affaire même avec Ali Kaba, je trouve que c'est disproportionné. Quelque part, il y a besoin d'une personne neutre, en fait, entre les leaders du football malien et maintenant les autres acteurs aussi, les autres composants, parce que moi, je vois les joueurs, les anciens joueurs et autres comme d'autres composants de ce football, de cet univers du football malien. Donc moi, je pense que l'État, quelque part, doit s'assumer, peut-être pas un militaire à la tête de la fédération, mais je pense que l'État doit exiger la mise en place, comme je l'ai dit depuis le départ, d'une commission ou d'un organe quel qu'il soit, qui va être représentant des intérêts du peuple malien. Donc, ces représentants-là doivent exiger un certain nombre de choses à la fédération. Ils doivent imposer un certain nombre de personnes qu'on sait, que tout le monde est conscient, qui maîtrisent le football. Moi, je pense qu'il n'y a pas 20 000 Maliens qui ont eu une carrière professionnelle et qui sont reconnus dans le milieu du football. Moi, je pense que des gens comme Cédric Kanté, comme Brahim Thiam, comme Momo Sissoko, et ils ont prouvé, en fait. Ils ont eu des carrières professionnelles. Ils ont eu des positions dans les médias internationaux et autres. Ils travaillent avec des clubs. Ils sont reconnus par les autres acteurs du football mondial. Donc, ce sont des experts. On peut te considérer expert. Moi, j'ai travaillé chez un auditeur. Un expert, c'est quelqu'un qui est reconnu par les professionnels du milieu. Donc, eux, ils ont le titre d'expert de football. Donc, on a besoin de ces gens-là autour de notre football. Et l'État est en droit d'exiger, d'imposer ces experts-là à la fédération. Parce que où on est aujourd'hui, là, on va aller vers un naufrage.
Moi, c'est ce que je vois. Hein. Ça ne va plus, hein. Ça ne va plus du tout. Non, voilà. C'est clair. C'est décourageant. C'est décourageant. Avec tous les pépites qu'on a, que ce soit les locaux ou les binationaux, avec ça, on n'arrive même pas à avoir... Mais Diaby, parlons-en des binationaux. Aujourd'hui, est-ce que les binationaux, ils ont la facilité de pouvoir jouer en équipe du Mali? Aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui a la double nationalité. On voit bien que même politiquement, on est tous dans ce problème-là aujourd'hui. Il y en a plein des gens comme nous, si on veut y aller au Mali demain, on n'a pas l'occasion tant qu'on n'a pas nos papiers maliens. Donc déjà, on a des difficultés aujourd'hui à pouvoir juste avoir cette nationalité. Mais à la limite, entre nous, on va dire que nous sommes des gens du peuple et on n'a pas besoin d'avoir des offrandes à ce niveau-là. Mais quand on parle des joueurs, des binationaux, aujourd'hui, on devrait faciliter les binationaux, que ce soit féminine comme masculin, pour pouvoir jouer en équipe nationale. On facilite personne. On demande aux joueurs de faire leur propre papier. Vous imaginez des joueurs qui viennent pour apporter au Mali. Moi, par exemple, j'ai ma cousine, encore une fois, qui est passée, Teninsoud. Moi, elle m'a dit, Ousmane, je ne demande rien au Mali. Je préfère même qu'on me dise qu'on ne me donnera pas d'argent, mais qu'on soit clair dans le discours. Elle ne demande rien, on n'est pas capable de lui donner un passeport malien. On n'est pas capable. Donc, à un moment donné, nous, on nous met des bâtons dans les roues pour venir en équipe nationale. On essaie de faire les démarches pour pouvoir les ramener, mais dans tous les corps du système malien, on nous met des bâtons dans les roues. Donc, moi, je ne peux pas croire que le football, que la fédération veut le bien du football malien, parce que je les crois trop intelligents pour ça. Je ne peux pas les prendre pour des gens qui n'ont pas pensé à des choses que nous-mêmes, des gens comme nous, lambda, on a pensé. Eux, aujourd'hui, ils sont à la tête de notre football. Ils ont été élus à la tête de notre football. C'est pas nous qui allons leur apprendre des choses. Donc, j'ai beaucoup de mal à croire ça. Et donc, pour moi, tout ce qui est fait est consciemment. Donc, comme Ibrahim, il a dit, si l'État ne met pas un regard sur cette fédération pour prouver aussi qu'elle n'est pas complice du silence qui est en train de se passer, oui. Moi, j'aurais beaucoup de mal à croire qu'on va s'en sortir. Vraiment. Ça, c'est une certitude. Et moi, je voulais rajouter une chose aussi par rapport à les binationaux. Par rapport aux binationaux, j'avais cette conversation avec Diaby, justement. Ben, la vérité, c'est quoi? C'est qu'il y a plus de joueurs qui sont produits par la diaspora que par le Mali. Ça, c'est factuel. Dans la diaspora malienne, il y a plus de professionnels que de joueurs nés au Mali qui sortent pour devenir pro. Donc, en réalité, le pool de professionnels, de talents, pour le Mali, il est plus large dans sa diaspora qu'au Mali. C'est comme si tu prends l'équipe de France. Les meilleurs joueurs français ne jouent pas en championnat de France. C'est factuel. Donc, l'équipe de France, elle est obligée d'aller prendre des joueurs qui sont en première ligue haute parce que les meilleurs joueurs français, ben, ils ne sont pas en France. Donc, nous, au Mali, aujourd'hui, on n'a pas une structure formelle dans notre diaspora. On n'a pas une structure formelle qui suit nos jeunes qui naissent en France, qui grandissent là-bas. La région parisienne aujourd'hui, c'est le premier foyer de production de footballeurs au monde, plus que le Brésil. Il y a plus de joueurs qui sortent d'Île-de-France que n'importe quelle autre région au monde. Donc le fait que le Mali, les instances sportives maliennes n'aient pas d'antenne officielle, je ne parle pas de Ousmane ou de Diaby, du bouche à oreille. Bien sûr, bien sûr. Je vous remercie, vous avez amené beaucoup de joueurs au Mali, hein, mais il faut qu'il y ait quelque chose d'officiel qui soit en place là-bas pour pouvoir capter ces joueurs. Tout comme en Côte d'Ivoire, il y a des millions de Maliens qui sont là-bas. On a vu le jeune, il y a le quoi qui a quitté la Côte d'Ivoire, mais il est né, c'est un jeune qui est né au Mali, qui a grandi en Côte d'Ivoire, mais ils sont nombreux dans cette situation. Il y a beaucoup de jeunes joueurs aujourd'hui maliens, de parents maliens, qui jouent dans les sélections jeunes ivoiriennes. Or que je suis certain, moi, il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté, au final, je vois qu'ils jouent avec la Côte d'Ivoire. Parce qu'en réalité, s'il y avait une antenne malienne en Côte d'Ivoire pour emmener ces joueurs-là auraient joué avec le Mali. Hein. Donc, en réalité, aujourd'hui, on ne peut plus se payer le luxe de se concentrer uniquement sur les académies de Bamako, les joueurs qui sortent du Mali pour constituer l'équipe nationale du Mali. Parce qu'en fait, ça ne représente que 30 à 40% de l'ensemble des joueurs professionnels qui peuvent être sélectionnables pour l'équipe nationale. Ibrahim, après Ibrahim ou Diaby, après, il y a une question que moi, je me pose. C'est finalement, est-ce que la fédération malienne nous considère comme des Maliens? Cette question, il faut qu'on puisse se la poser parce que finalement, aujourd'hui, on le voit bien. Aujourd'hui, quand on ferme la porte aux Français pour rentrer sur le territoire malien,
Bon, en vrai, on ferme la porte à 90% des franco-maliens qui rentrent au Mali. Donc, quand tu te poses pas la question sur des choses qu'on met en place, ça remet en question sur le fait que le fait qu'on soit en France et qu'on a la nationalité française, est-ce qu'on nous considère comme Maliens? Quand on nous dit que au PSG, il y a 10 Maliens qui jouent dans l'équipe nationale, dans l'équipe du PSG, je ne sais pas si au Mali, on les considère comme 10 Maliens, parce qu'ils sont français. Donc ça pose question. Et au final, on se demande où est vraiment notre place. On essaie de trouver une place, mais des deux côtés, finalement, on a un problème. On a finalement le bip entre deux chaises des deux côtés. Et là où on compte apporter à notre pays d'origine, ben on nous montre que finalement, on n'est pas forcément malien. C'est vrai. Non, mais c'est une problématique. C'est une vérité. Hein. C'est une réalité, c'est une vérité. C'est vrai. Mais moi, à mon avis, on ne peut pas envisager de bâtir une équipe malienne compétitive sans les binationaux. Ce n'est pas possible, en fait. Il n'y a aucune formule rationnelle qui le permette. On ne peut jamais produire assez de joueurs au Mali pour compenser les joueurs qu'on ne gagne pas dans la diaspora. Pourquoi? Parce qu'on le veuille ou pas. Ça, ce n'est pas un débat, c'est factuel, en fait. Les jeunes qui sont en France, là-bas, ils sont mieux formés que les jeunes qui sont au Mali. Ce n'est pas une question, c'est un fait, en fait. C'est un fait. C'est un fait. C'est pour ça que je dis qu'ils évoluent au plus haut niveau que nos jeunes qui sortent du Mali. Ça, c'est la vérité. Quand tu prends 10 joueurs qui sortent au Mali, il n'y en a que 2 ou 3 qui vont rester professionnels plus de 5 ans. Ça, c'est une réalité. Donc, on peut pas se priver. Et moi, je le dis et je le répète, hein, je le disais avant la CAN, je l'ai dit après. Les problèmes de notre équipe nationale A aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas eu les binationaux qu'on aurait dû avoir. Alassane Dembélé aurait dû être un international malien. Moussa Dembélé aurait dû être un international malien. Soumaoro aurait dû être un international malien. Abdoulaye aurait dû être un international malien. Diaby, ton cousin, aurait dû être un international malien. Parce qu'il est dans les 50 joueurs français, mais il est un peu juste pour l'équipe de France, mais il aurait dû être un international malien. Le petit Konaté, là, il aurait dû être un international malien. Ces joueurs-là, Djibril Sidibé aurait dû être un international malien, qui a été champion du monde à la France. Golo Kanté aurait dû être un international malien. Parce que ces joueurs-là, ils ne sont pas meilleurs que Kalilou Koulibaly et les autres qui ont joué avec le Sénégal. Simplement, le Mali n'est pas le Sénégal et on n'a pas un projet sportif qui nous permette de capter des joueurs qui font partie des 50 à 60. Mais aussi, Ibrahim, mais aussi le Mali, on a un pays qui réagit sous émotion. Parce que quand tu parles du Sénégal, le Sénégal a le recul pour comprendre que les joueurs qui sont formés en France sont des joueurs qu'on doit mettre d'une certaine manière. Parce que c'est du donnant-donnant, mais sur une forme de piédestal. Aujourd'hui, quand on va démarcher des Sénégalais, on les met sur une forme de piédestal. Ça veut dire que si on doit leur donner un passeport, on va leur donner, même avant n'importe qui, si on doit leur donner des privilèges. Il y a un message qui est important. Le Sénégal et l'Algérie, c'est leurs binationaux qui leur ont donné. Ben oui, surtout, bien sûr. C'est même pas un débat. C'est leurs binationaux qui leur ont donné la Coupe d'Afrique des Nations. Il n'y a pas de débat dans ça. Ibrahim. Ousmane Dembélé, il n'est pas malien, au cas où, pour les gens qui... Qui est pas malien? Ousmane Dembélé, je vois des gens qui disent que Ousmane Dembélé, il n'est pas malien, Ousmane Dembélé. Non, du tout. Il est sénégalais mauritanien. Du PSG? Ouais. Non, il est malien mauritanien. Non, il n'est pas malien. Diaby, je connais des gens qui ont grandi avec lui. Il n'est pas malien. Non, beaucoup de gens ont raconté des... Non, il n'est pas malien du tout. Il est sénégalais mauritanien, point bas. Comment? Ousmane, moi j'ai une autre information. Non. Moi, l'information, c'est des informations des gens qui ont grandi avec lui. Son ancien agent, Badougon Sambagé, qui a joué d'ailleurs en équipe nationale. Voilà, Badougon, son cousin, c'est mon ami d'enfance. Je connais Badougon depuis qu'il est petit. C'est lui qui faut. Voilà, il n'est pas malien, Ousmane Dembélé. Au moins les choses sont claires. C'est bon. Là, quand tu as dit ça, c'est bon. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, moi je pense que notre politique de la diaspora, c'est ça qui fait perdre notre équipe nationale du Mali aujourd'hui, je pense. Parce que je pense qu'on a un noyau solide, mais si on avait eu cet apport de la diaspora, au niveau auquel il aurait dû être, ben on aurait été champion d'Afrique probablement. Bien sûr. On aurait eu certainement les premiers rôles en Afrique. Mais voilà, on n'arrive pas à capter les Ibrahim, il n'y a aucune raison que le Sénégal, que l'Algérie, qui ont des grosses diasporas, soient meilleurs que nous. Il n'y a aucune raison. Le Maroc Ou le Maroc soit meilleur que nous.
on a plus, il y a la diaspora. en région parisienne, on a plus de talent que eux tous. C'est un fait, on a plus de talent que tous ces pays-là. Les cannes de quartier. Voilà, c'est ce que je disais. À 90%, c'est toujours le Mali qui gagne. Ben oui. Comment tu peux expliquer? C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Moi, bon, les gens qui m'écoutent là, moi, je suis du Bois-l'Abbé, je suis du Champigny. Donc, Ouais. ils savent. Ben, Aubervilliers, cette année, c'est nous, on l'a gagné aussi. Ah bah, bon, tu vois. Ouais. C'est d'Aubert, toi? Ouais, je suis un mec d'Aubert, ouais. Demba. Demba qui? Sissoko. Ben oui. D'accord. Ah ben, Ratata. Ben ouais. Ben, big up à eux. Ben oui, c'est des mecs de chez moi. Ouais, passe un gros salam. Salam Demba et salam leur. On a toute cette diaspora, mais on n'en profite pas. On n'en profite pas. Exactement. C'est incroyable. Et même Adama Traoré, l'Espagnol, là. On aurait eu un projet cohérent, il aurait joué avec le Mali. Hein. Surtout lui, avec ses qualités. Il aurait joué avec le Mali. Hein. Ouais, mais lui, apparemment, il avait donné, entre guillemets, son accord. Et finalement, quand Enrique l'a... Oui, mais l'hésitation vient de quoi? L'hésitation, elle vient de quoi? L'absence de projet sportif. Voilà. S'il y avait un vrai projet sportif dans lequel il est cohérent, dans lequel il sait qu'il peut se projeter dans l'avenir, ben, il allait jouer au Mali. Et moi, je suis désolé, une attaque avec des Pléa, des Dambélé, des Diaby, des Adama Traoré, sans manquer de respect à notre équipe nationale, mais c'est autre chose, quoi. Ça cogne très fort. Non, mais et ça a d'autres résultats. C'est des profils qu'on n'a pas. En plus. C'est des profils qu'on n'a pas. C'est des profils qu'on a. Regarde bien le Mali, surtout le problème qu'on a, c'est quoi? C'est qu'au milieu de terrain, on a pratiquement tous les mêmes profils. Mais les profils excentrés, à part Dorgelès et les Diabaté, qui sont pour moi pas encore des joueurs confirmés. Mais ils le sont pas, c'est pas. D'accord. Ils le sont pas. C'est vrai que si on avait tous ces joueurs-là, après. Mais bon, c'est offensivement qu'on a des problèmes. Ouais, c'est offensivement. Ouais, mais pourquoi? Parce que c'est là où c'est plus difficile à produire, offensivement et au niveau du gardien de but. Donc en réalité, et même au-delà de ça, qu'on se dise juste une réalité, hein, toutes les nations aujourd'hui qui dominent le football africain, hein, c'est leur diaspora qui fait la différence. Même l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, je suis désolé, Ndinka, là, il a rapporté beaucoup de stabilité à la défense ivoirienne. Hein. Seko Fofana, c'est un gars qui fait la différence pour eux. Sébastien Haller, on l'a vu face au Mali, il a gagné tous les duels aériens, il a changé le match. Sans ces joueurs-là, je ne suis pas sûr que la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Hein. Sans sa diaspora, je ne suis pas sûr qu'ils sont champions d'Afrique. Hein. Parce qu'ils n'agissent pas avec l'émotion. Pourtant, il est venu à quel âge, Haller? Il est venu, il avait au moins 26-27 ans. Et puis, ils l'ont accepté. Alors que nous, Pléa, on l'a pilé jusqu'à ce qu'il a dit, il ne vient plus. Voilà, donc nous, les Maliens, on vit avec l'émotion. On pense que c'est le FAMA, l'équipe nationale, que si tu ne viens pas, tu es... Alors, on a perdu Ousmane qui est connecté. Il va revenir. Non, forcément, il y a beaucoup à refaire, hein, Diaby, dans la gestion de notre football. Il faut mettre l'émotion de côté. Il faut accepter d'intégrer les gens qui connaissent le football, sans manquer de respect aux autres. Hein, mais on parle des gens qui ont connu le haut niveau. Oui, bien sûr. Voilà, qui ont été des professionnels. Tout à fait. Qui ont des relations avec les grands clubs, parce que même l'absence de nos joueurs à la CAN, aux Jeux Olympiques et autres, c'est les réseaux qui te donnent l'opportunité d'avoir ces joueurs-là. Parce que tu as l'agent en commun avec le directeur sportif d'un tel ou tel club, tu as des deals avec tel ou tel club, donc tu peux avoir tes joueurs quand on en a besoin. Donc, désolé, il y a un bug. Non, c'est pas grave. Nous, on n'a pas tout ça au Mali. Donc, le fait qu'on n'ait pas tout ça, ben, ça nous porte préjudice. Donc, aujourd'hui, quelque part, je pense que tout le monde doit prendre une dose d'humilité, hein, je pense. Les joueurs, les dirigeants, hein, c'est notre fédération, on n'a pas d'autre fédération, c'est eux qui sont à la tête du football malien. Les anciens joueurs aussi. Et vraiment, l'État doit chapeauter toutes ces choses-là. L'État aujourd'hui, moi, c'est ça que je suis un peu déçu, hein, je suis désolé de le dire, du ministre des Sports, par rapport au ministre précédent, hein, qui était plus impliqué dans la chose sportive. Qui était bien plus impliqué dans la chose sportive et qui n'était pas un simple observateur. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le ministre des Sports ne doit plus être un observateur, simplement se contenter de dire oui, nous, on paye, et voilà. Non, c'est les Maliens aussi. C'est le pays qui est représenté à travers cette élection. Et aujourd'hui, on est en train d'aller dans un naufrage de notre premier sport.
du premier sport, de la première discipline sportive de notre pays. Parce que comme on l'a dit, on a déjà connu le iceberg, l'eau est en train de rentrer. Donc, ça n'a pas totalement coulé, mais Jack est déjà mort. Hein. Donc, Jack est déjà mort. Donc, on veut sauver les autres qui sont dans les bouées, là. On veut sauver les gens. Voilà, on veut sauver Rose et les autres. Voilà. Mais Jack est mort, hein. Jack. Jack, il est dans l'eau, hein. Ça, c'est fini. Jack est dans l'eau, hein. Donc, vraiment, on veut essayer de pouvoir sauver les autres. Donc, vraiment, on demande, vraiment, moi, l'appel, c'est vers les autorités sportives maliennes, hein, vraiment, de sauver la mise. Parce que nous, les supporters maliens, on est vraiment désespérés. Hein. On est dans la déprime, hein. On rigole, mais on est déprimé. Hein. Parce que vraiment, on est déçus d'aller dans toutes les compétitions et de voir qu'on se fait taper partout, qu'on gagne jamais. Et on est inquiet pour la suite des événements. Le match arrive dans un mois. Vraiment, le staff qui est là, sans leur manquer de respect, vraiment, ils ne nous ont pas convaincus. Ils ne nous ont pas convaincus dans ces Jeux olympiques de pouvoir vraiment leur confier notre équipe nationale du Mali. On ne dit pas ça par méchanceté ou autre. Non, nous, on dit ça parce qu'on aime notre équipe nationale. On n'a pas d'autre chose que notre équipe nationale. On ne va pas aller supporter le Nigeria ou le Ghana. On va supporter les Aigles du Mali. Donc, vraiment, il y a des choses il faut revoir les choses. Par contre, dans les U23, après, ça, à mon avis, c'est subjectif. Pour moi, il y a deux profils pour moi qui peuvent intégrer les A. J'ai bien dit deux profils qui peuvent intégrer les A. Au moins sur le banc, c'est Ibrahima Diarra, excentré là, et Tchemoko. Pour moi, qu'ils ont été. Oui, ils ont fait une bonne montée. Après, encore une fois, je dis, moi, voilà, chacun sa sensibilité. Je trouve sur les 3 matchs, c'est les joueurs que j'ai trouvé les plus intéressants. Après, la vraie question, c'est est-ce que Ibrahima Diarra veut jouer en équipe nationale? Mais lui, il avait refusé la France, non? Pour jouer avec le Mali, non? Oui, mais après, il nous a refusé. Après, il a refusé le Mali pour jouer les Jeux avec la France. Bon, ça, il y a beaucoup de choses à dire dans ça, mais maintenant, je pense que pour lui, la France, c'est quand même mort. Hein. Donc, s'il a une décision à prendre, il ferait mieux de venir jouer avec le Mali, hein, quand même, parce que c'est vrai qu'il a une belle côte en Angleterre. Hein, il faut reconnaître qu'il a une belle côte en Angleterre. Mais il y a beaucoup en France. Hein. C'est vraiment bon. Ousmane, t'es parti au stade, t'as vu. Oui, il est bon. Hein. Franchement, il a une facilité et une percussion. Il élimine d'une facilité. Il percute, il est technique. Ben déjà, encore une fois, tu peux m'expliquer toi comment tu penses qu'il a pu finir sur le banc et que Salam il a pu être titulaire? T'as une explication? Moi, j'ai l'impression que même si il y avait Neymar ou Messi, là, Salam allait jouer. Moi, j'ai l'impression que même si on avait Messi dans l'équipe du Mali, là, Salam allait jouer. Il était dit que Salam est déjà quitté, là, il devait jouer tous les matchs du Mali. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il a apporté du tournoi. Je n'ai pas vu. Mais je sais pas. Mais c'est vrai que Salam, que tu le laisses au milieu de terrain, même si c'était compliqué pour lui, il faut dire la vérité, mais tu le mets ailier et tu sors. Ben oui. Là, j'avoue, moi-même, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. En plus, il rentre toujours à l'intérieur. Ben oui. Il rentre à l'intérieur et il a perdu énormément de ballons. Énormément. Alors, je ne sais pas s'il avait un déficit au niveau physique. Mais pourquoi il jouait? Non, il a un déficit au niveau du football. Pourquoi il jouait? Non, bon, faut pas. Après, c'est dommage parce que c'est un joueur. Il a une qualité technique. Ça, c'est indéniable. Mais je pense que physiquement, il n'était pas prêt. Donc, bon, après, bon, si Conti, peut-être, après, bon, Conti, il a vécu, entre guillemets, en entraînement. Donc, il y a des choses que lui, il voit que nous, on ne voit pas. Mais en tout cas, sur le terrain, ce que nous, on a vu. Mais les matchs, il voit comme nous. Ouais, totalement. Moi, pour moi. Il a vu quelque chose qu'on n'a pas vu, mais je pense que personne n'a vu qu'il a vu aussi. Non, mais attends, à chaque fois, il a lu. Mais moi, je sais pas. Non, mais attends, il aura encore aligné au milieu de terrain. J'aurais pu lui dire, bon, il a un projet avec son milieu de terrain. Mais là, maintenant, quand tu rentres Colis, tu sors Ibrahima Diarra. Ouais, j'avoue, j'ai pas compris, ouais. Ah, j'ai pas. Et en plus, Djabi, il fait une vidéo à son insu
qui a été pris par un supporter où il dit on aurait dû jouer à 2 et que ce ne c'est pas ses qualités de jouer à ailier droit. Donc, ça veut dire que même les joueurs voulaient qu'on joue à 2 attaquants. Daniel, tes propos n'engagent que toi. Tes propos n'engagent que toi. Mais vraiment, il y a des joueurs, je ne sais pas pourquoi ils étaient sur le terrain. Je n'ai jamais compris ce qu'ils faisaient sur le terrain. Vraiment. Parce que Salam, vraiment, Salam, c'est un garçon, il nous a fait rêver en étant jeune. Hein. Mais clairement, oui. Salam, il n'a plus de carrière professionnelle derrière lui. Hein. Ce n'est pas un joueur qui peut jouer à un football professionnel. Hein. Et le jeune Diakité, là, qui est au milieu, il a le physique, mais vraiment... je vois pas une carrière professionnelle à ce joueur. Il a beaucoup mais la défense aussi, hein. Après, des techniques. Dans le football, il ne faut pas compter les gens. Ils peuvent progresser du jour au lendemain. Ouais, voilà, tu peux progresser. Voilà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce que je disais, je pense que Diakité, si c'est une sentinelle, il devrait regarder beaucoup de vidéos de Rodri. Parce que non, c'est pas méchant, c'est pas méchant. Là, moi aussi, je peux regarder une vidéo de Rodri. C'est le meilleur milieu du monde. Voilà, donc enfin de son inspirer. Ça fera pas de lui un meilleur joueur. Hein. C'est de s'en inspirer parce que à chaque fois qu'il reçoit le ballon, il a toujours la tête baissée et il n'a pas pris l'info. C'est quand il contrôle, c'est là qu'il prend l'info, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Ouais. Et c'est dommage parce que quand on voit sa morphologie, mais même son placement défensif, hein, parce qu'il y avait beaucoup de... La défense était souvent livrée à elle-même. Hein. Ouais. Moi, parce que voilà, il est bon dans les duels, ça c'est parce que c'est son gabarit. Mais sa lecture du jeu, son positionnement, moi, ça laisse beaucoup à désirer. Hein. Et puis les gars aussi, il y a une autre question qui me vient à la tête et qui me dit, mais même, est-ce que le changement tactique n'est pas politique? Aujourd'hui, Conti, c'était l'adjoint de Eric pendant presque 2 ans. Il a joué le 4-4 de Losange avec Eric pendant presque 2 ans. Donc, ce qu'il essaie de nous expliquer, c'est que finalement, lui, il n'était pas d'accord avec le 4-4 de Losange pendant ces 2 ans avec Eric. C'est comme ça que moi, je le comprends. Ben voilà, c'est ça, c'est comme ça. Donc, tu reviens à 4-3-3 et au final, tu n'as aucune production pour l'attaquant, comme à l'époque de Magasuba, alors que quand tu étais avec Eric, tu as trouvé un numéro 10 qui avait un style de jeu qui permettait de casser les lignes et donner des passes à tes attaquants, et tu marquais des buts comme ça. Et maintenant que ce coach-là part, au lieu de te servir de ce qu'il a fait pour pouvoir aller de continuer à aller de l'avant, tu repars à 0. Pourquoi? Alors ça n'a pas marché. Tu repars à 0. Pourquoi? Vous savez, hein, au Mali, on a voulu diaboliser Eric Chelle. Malheureusement, c'est tout. Hein, c'est tout. À cause de défaites qu'on a eues pour les éliminatoires. Mais qu'on se dise la vérité, c'est vrai, hein, les matchs, le coach a sa grosse responsabilité dans les défaites. Même si les joueurs aussi, hein, la production individuelle des joueurs aussi. Mais, moi, tactiquement, je pense qu'Eric Chelle, ça a été un des meilleurs entraîneurs qu'on a eu au Mali. Moi, je pense dans la production footballistique de son équipe. Moi, voilà, sur le plan technique, sur le plan tactique, de la cohérence par rapport à son groupe, je trouve que c'est un des meilleurs entraîneurs qu'on ait eu. Parce que moi, je trouve que ce 4-4 de Losange, on a eu du mal à l'assimiler. Mais quand on l'a assimilé par moment, le Mali était vraiment impressionnant dans sa maîtrise. Tout à fait. On concédait très, très peu d'occasions. Même quand on était mis en difficulté par des équipes très fortes, hein, on arrivait à les contenir. Ça, c'est pas facile de gagner des matchs quand tu souffres, hein, de savoir contenir ses adversaires. Maintenant, c'est vrai, hein, qu'on a eu du mal face à la République centrafricaine, dans certains matchs qu'on aurait dû gagner à domicile. C'est normal. Il y a des équipes qui sont encore à sa maturité. Ah oui. Mais moi, je pense que le chemin qu'on avait, vraiment, c'était un bon chemin. Et moi, je suis convaincu, hein, qu'Eric Chelle, son transfert, là, son projet avec le Nigeria, je pense que s'il lui donne les moyens, parce que là-bas, il a un effectif de meilleure qualité qu'au Mali. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Ah oui. Il a un effectif de meilleure qualité qu'au Mali. S'il met en place son schéma tactique avec le Nigeria, je pense qu'ils peuvent être champions d'Afrique. Bah oui. Moi, je pense aussi, hein, parce qu'avec le Mali, sans nous manquer de respect, il allait à la guerre avec fourchette, couteau. Là, il va aller avec lance-roquette, bazooka. Ouais, c'est ça. Ah, mais c'est ça. J'extrapole un peu, mais c'est un peu ça. Non, mais c'est ça, c'est ça. C'est ça. Quand t'as des Osimhen, comme ça s'appelle l'autre là, Lookman. Ouais. T'as des mecs qui ont mis des triplés en Europa League, mon frère. T'as pas. Voilà, il a une attaque qui peut. Ces deux attaquants là, ils peuvent faire très très mal. Et derrière, il a un effectif qui est bon, quoi. Moi,
je pense qu'il va réussir là-bas, en tout cas, parce que je pense qu'au Mali, il est venu un peu tôt. Il n'était pas préparé à la pression qu'il y a d'être sélectionneur du Mali. Et il faut se dire la vérité, le Mali aussi, on a des supporters qui ne sont pas tout à fait rationnels avec le niveau réel de notre équipe. Hein. Ouais. Voilà, l'équipe nationale du Mali, elle a de très bons joueurs, mais il n'y a pas beaucoup de joueurs confirmés en équipe nationale du Mali. Okay. Et comme on le dit, il y a une cassure aussi avec la diaspora, dans le sens où on n'arrive pas à attirer les vrais bons renforts. Je n'insulte pas ceux qui viennent jouer avec le Mali, hein, mais je suis désolé, ils ne font pas partie des 100 joueurs français, les joueurs qui sont en équipe nationale du Mali. Quand on va commencer à avoir des joueurs qui font partie des 60 meilleurs joueurs français, qui vont venir jouer avec le Mali, parce que pour jouer avec les Bleus, il faut être dans les 25 meilleurs joueurs français, à ce moment-là, on va pouvoir avoir de vraies ambitions. Donc, pour le moment, moi, je pense qu'on doit avoir cette patience-là avec nos enfants. Après je vous dis la vérité. Hein. Moi, je pense que, en vrai, c'est pas forcément une bonne idée d'intégrer des anciens dans le staff de l'équipe du Mali. Vous savez pourquoi? Parce que ce que je remarque entre le Foussini Diawara avec là, ce qui s'est passé avec Eric Chell, c'est qu'en fait, l'émotion pour un franco-malien ou un malien d'entraîner cette équipe du Mali dépasse le professionnalisme. Donc, quand aujourd'hui on a vu les sacrifices que Foussini Diawara il a fait, nous on s'est dit quoi? On s'est dit que si le nouveau il arrive, il ne commettra pas les mêmes erreurs. Sauf qu'Eric, il a trop montré que être sélectionneur de l'équipe du Mali, c'était l'ambition de sa vie. Et au final, je pense qu'il n'a pas forcément suivi les pas d'un Cédric Kanté qui a voulu se retirer parce qu'il voyait qu'il y avait du non-professionnalisme. Il a voulu y aller. Donc, je pense que aujourd'hui, proposer à un autre franco-malien, est-ce qu'il ne fera pas la même erreur que Foussini ou Eric qu'à la base, d'accepter des choses qu'on aurait dû jamais accepter? Parce que quand on entendait les Magasuba et les Foussini qui n'étaient pas payés pendant des 1 an ou 2 ans, on se disait qu'ils ne pourraient pas le refaire avec quelqu'un d'autre. Mais le problème, c'est que quand tu prends quelqu'un, ou en vrai de vrai, c'est comme si moi, tu me donnes l'équipe du Mali. Moi, j'accepte de ne pas être payé pendant 5 ans. Parce que je sais que l'ambition d'entraîner cette équipe, c'est une ambition de vie. Eric, il pourra s'en rappeler toute sa vie qu'il a entraîné l'équipe de son pays. Donc, je ne sais pas si il faut quelqu'un qui n'a pas de sentiment. Il faut un entraîneur qui, lui, c'est comme ça ou rien. Et s'ils tombent que sur des gens comme ça, ils seront obligés de repartir dans un principe légal et de faire des choses légales. Avant, c'était comme ça. Avant, on parlait pas de Maliens dans l'équipe nationale. On avait un Kasper Sack, on avait un Stambouli, ou même quand on avait un Stéphane Keshi, lui, il arrivait du Nigeria, il avait une façon de travailler qui était assez professionnelle. Dès qu'on a commencé à prendre des Maliens, on est rentré dans l'émotion. Et les premiers aussi, c'est les supporters maliens qui sont contre la productivité, pour moi, du professionnalisme en Afrique. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des décisions qui sont prises par les joueurs ou qui sont contre le Mali parce qu'ils en ont marre du non-professionnalisme, c'est les premiers à toujours dire ils sont anti-patries, c'est des impatrides, ils sont comme ci, ils sont comme ça, il faut accepter tout au Mali. Vous êtes les premiers pour moi, pas tous, hein, mais beaucoup de supporters maliens, vous êtes les premiers à être contre le professionnalisme au Mali. À part les tours de patriotisme. Quand on ne peut pas changer les choses, on dit qu'il faut être patriote. Que c'est ne pas demander l'amélioration des choses. Voilà, exactement. Tout ça, moi, je ne tombe pas dans le discours de dire qu'on n'a pas d'argent parce qu'il y a de l'argent de payer un entraîneur. Si le Mali ne peut plus payer un entraîneur et son staff, je dis pas Hervé Renard, hein, mais qu'on ne puisse pas avoir un entraîneur potable, c'est-à-dire un entraîneur qui a un niveau professionnel, ça, je suis désolé, je ne veux pas gober ça, quoi. Parce qu'on paye des impôts au Mali. L'État malien collecte des impôts, l'État malien, voilà, a des ressources. La CAF nous donne de l'argent. Voilà, donc dire qu'on n'a pas... Est-ce qu'on a essayé? Le jour où on va nous dire qu'il y a un entraîneur qui a refusé à cause de l'argent, on va le dire autre chose. Mais on n'a pas eu un cas où quelqu'un a dit qu'il ne vient pas à cause de l'argent. Donc, qui s'arrête, quoi? Comment? Moi, j'ai eu l'occasion de croiser Hervé Renard au Sénégal. Il avait plus l'équipe... il entraînait qui? L'Arabie Saoudite. C'était terminé. Je lui ai parlé de l'équipe du Mali, il a rigolé. Il a juste rigolé, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Il a juste rigolé. Il sait très bien qu'aujourd'hui, la situation de ce pays-là ne le permet pas d'entraîner cette équipe. Il le sait. Pourtant, je pense il a rigolé. Non, il a rigolé. Il a juste rigolé. Il m'a même pas répondu. Il a rigolé. J'ai pris mes affaires, je suis parti. Donc, c'est devenu une blague, quoi. Il a rigolé, c'est tout. Ça, c'est pas sérieux. Donc, on est devenu une blague. Non. Inch'Allah, ça ira. Dans tous les cas, on va rendre le plateau. Hein. Je pense qu'on a couvert l'essentiel sur ce tournoi. Ben, on va se retrouver le dimanche pour faire un peu le bilan des reprises des clubs.
Bien entendu, on va faire des plateaux hein, s'il y a du nouveau aussi au niveau des recherches d'entraîneurs et autres. Donc, sur ce, ben, on remercie tout le monde hein, et on se dit à Attends, dimanche. Ibrahim, j'ai quand même un dernier mot parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandaient par rapport au maillot. Ben, en fait, c'est Cheikhna Doumbia que je remercie qui m'a offert le maillot aujourd'hui avec Alex aussi qui est dans le staff qui m'a laissé le maillot de la part de Cheikhna. Donc, déjà, je remercie Cheikhna Doumbia pour m'avoir offert ce beau maillot et Alex aussi de me l'avoir offert aussi. Donc, merci au staff malien. C'est ça, merci à eux et voilà, bonne soirée à tous, donc à dimanche. Africa Sport 24. Africa Sport 24, une nouvelle version de vous informer sur les réseaux sociaux. Africa Sport 24 sur Facebook et YouTube, c'est aussi le grain des aigles du Mali et d'autres informations sportives. Africa Sport 24, une émission préparée et présentée par Souley Koulibaly et Ibrahima Toungara. Avec Africa Sport 24, c'est vous informer autrement.